Yeah, first of all, we would like to thank the organizers. Tout d'abord, nous souhaitons remercier les organisatrices, Madame Van de Velde et Madame Pasquini, de nous avoir invités à nous exprimer ici. Malheureusement, notre collègue Vera Egbers ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais nous souhaiterions présenter certaines idées dont certaines ont déjà été mentionnées durant la pause. Notre titre, je souhaite que mon archéologie reste morte, aliénation et altérisation vis-à-vis du passé. Ça, c'est un problème éthique. Comme archéologues, nous devons traiter des morts et nous aimons que notre archéologie reste morte, comme certains l'ont dit. Les restes humains trouvés lors de fouilles sont souvent traités comme d'autres artefacts. Les os sont étiquetés puis numérotés et ils sont analysés et archivés dans des boîtes en carton. Certains ossements finissent dans les musées comme partie d'une exposition. D'un point de vue épistémologique, l'aliénation vis-à-vis des morts semble une nécessité inévitable. Il y a un grand nombre de stratégies et d'approches de l'aliénation qui sont déjà enseignées à l'université et donc répandues au sein de l'éducation archéologique. En novembre 2015, un groupe d'archéologues allemands s'est réuni pour traiter de ces pratiques d'aliénation dans le domaine archéologique. Et en sous-titre, bon nombre de sens éthiques ont été abordés. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un certain nombre de problèmes, de questions sont liés à ce sujet et mènent à une discussion plus informée sur l'éthique en général. Les questions qui ont été abordées, par exemple, sont envers qui avons-nous une responsabilité éthique ? Est-ce envers les objets du passé, comme certains voudraient le croire, ou est-ce qu'il s'agit plus de nous aujourd'hui? Quels sont les idéaux moraux et religieux que nous devons prendre en compte, ceux des morts ou ceux des vivants qui ont le sentiment d'être reliés à ces morts, et même pour les générations, ou même ceux des générations futures? Y a-t-il un sentiment, est-ce que ce sentiment de responsabilité envers des objets du passé est-il une illusion étant donné qu'ils sont morts? Et la question principale, c'est donc qui se préoccupe de tout ça? La législation allemande réglemente ceci très clair. Après la mort, la protection finit. Donc la personne morte trouvée dans un contexte archéologique n'a pas de droit et n'est plus protégée. De plus, il y a souvent des membres vivants qui s'engagent à la protection de la tombe ou du squelette. Cependant, dans certains cas, ces conditions que je viens de mentionner sont remises en question. Par exemple, à Marburg, dans une ville du sud-est de l'Allemagne, un cimetière abandonné au XVIIIe siècle a donné lieu à des fouilles près de l'église Élisabeth bien connue. Après que les études archéologiques aient eu lieu, les membres de la communauté ont mené des cérémonies de réenterrement. Un deuxième exemple, c'est le roi Richard III d'Angleterre. Après sa mort lors de la bataille de Bosphore, il était censé avoir été enterré à Greyfriars. Des restes humains ont été découverts dans cette zone sous un parking et l'intérêt du public était fort. Et il s'est avéré que les ossements étaient en effet ceux du roi Richard. Cette découverte a mené à de grandes cérémonies de réenterrement avec des événements, des spectacles qui accompagnaient l'événement.
L'Association allemande des musées recommande, lorsqu'on est face à des restes humains, de traiter le corps de manière cohérente avec la protection de la dignité humaine telle qu'elle est prévue dans les lois fondamentales. En particulier, elle ne doit pas prendre le statut d'un objet. Ceci signifie que les restes humains ne doivent pas être traités simplement comme une matière, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés de manière marchande ou commercialisée. Si l'on suit cette réflexion, la question qui se présente est de savoir qui est responsable de la protection des droits de ceux qui ne sont pas le roi Richard III ou qui n'agissent pas dans son intérêt. Nous pensons que c'est nous, en tant que scientifiques, qui doivent traiter de cette question épineuse. Pourquoi traitons-nous les objets, les personnes décédées il y a longtemps différemment de ceux qui sont morts récemment? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps et qu'ils n'ont pas de parents vivants ou intéressés à la question? Eh bien, il y a différents phénomènes qui sont liés et qui doivent être pris en compte lorsqu'on essaye de répondre à cette question. Tout d'abord, l'aliénation épistémologique, la sujettification et l'altérisation vis-à-vis du passé. Donc tout d'abord, la production de la connaissance dans la science occidentale. Elle est basée sur une réflexion analytique subdivisée, quelles que soient les approches déductives, inductives ou interprétationnelles. Il y a une logique qui a pour but de saisir notre conception de la réalité. Ceci est particulièrement vrai en archéologie. Donc tout d'abord, c'est dans l'inconscient la subdivision de ces recherches qui prévaut et l'objet en lui-même est objet d'étude. Ceci est la base de toute autre catégorisation de ces sous-divisions. C'est pour cela que nous souhaitons parler d'aliénation épistémologique. Ceci est inhérent à toute tradition scientifique, mais simplement ceci signifie qu'il doit toujours y avoir une distance entre le sujet qui étudie et l'objet de la recherche, l'autre. En archéologie, cette aliénation entre nous, le scientifique, et l'objet d'étude est double. C'est la science, mais c'est aussi l'aspect culturel. Comme l'a dit David Lordenta dans son livre, nous considérons cette aliénation comme épistémologique et non ontologique, puisqu'il s'agit simplement d'acquisition de connaissances. Et les choses deviennent plus claires lorsque l'on pense à des fouilles archéologiques. Le site est sélectionné et crée en tant que tel l'objet d'étude. En tant qu'archéologue, nous sommes sujets qui étudions un objet. Chaque décision que nous prenons est donc liée au sujet d'étude. Nous travaillons sur des ossements anciens. Le fait de photographier, de mesurer, de dessiner fait partie de toutes les fouilles et donne lieu à des données, des matériaux d'archives qui seront utilisés pour d'autres recherches. Donc il s'agit ici d'une aliénation épistémologique. Le processus d'aliénation est étroitement lié à la sujettification, c'est-à-dire que les sujets eux-mêmes ne sont jamais des entités clairement définies, mais sont sans cesse recréées. La négociation continue de ce qu'est le sujet et de ce qu'il était met à un processus dialectique entre les puissances technologiques et les autres. Donc il y a deux forces antagonistes ici qui essayent de créer des positions de sujets rigides, une position de pouvoir ou autre. Parfois même la position de sujet est détournée.
il ne s'agit pas seulement de décider qui ou comment est le sujet, mais c'est aussi la façon de l'aborder. Il faut voir ce qui est pertinent et comment peut être traité un objet qui n'a pas de protection morale ou légale. Pour certains d'entre nous, lorsque nous pensons à objectiver un artefact, eh bien, l'impact de cette objectification doit être pris en compte, ou le processus lui-même est encore plus pertinent lorsqu'on pense aux restes humains. Il y a une frontière entre un objet et un objet anciennement vivant. Par exemple, pour un mort, dans un contexte archéologique, l'aspect de sujet reste. Nous, par exemple, en tant qu'archéologues, nous rejetons certains aspects. Et enfin, l'altérisation par rapport au passé. Le concept d'altérisation s'est développé à travers les travaux de différents philosophes. Comme je l'ai mentionné auparavant, ce processus de subjectivation évoque la notion de l'autre. Quelqu'un ou quelque chose doit être exclu en opposition à soi-même. Et donc, il s'agit de renforcer la valeur du soi. Certains sujets sont rejetés ou se voient refuser toute participation ou autonomie. Ils sont exclus de l'ordre hégémonique. L'archéologie se base principalement sur ce processus d'aliénation. Il ne s'agit pas seulement d'objets du passé, mais toute cette économie d'approche du passé peut être perçue comme coloniale et expansionniste. L'exploitation du passé est un effort unidirectionnel. Les sujets du passé sont en même temps morts et autres. En tant qu'objet d'étude, ils sont transformés en ressources académiques ou universitaires. Donc ceci donne un certain pouvoir de traitement post-mortem de certains sujets. L'archéologie a donc un rôle décisif à jouer dans les biopolitiques actuelles. Certains pourraient parler de micropolitiques qui semblent être marquées par le rejet de cette nature de sujet. Et pour résumer, ces phénomènes, le traitement des morts dans la recherche archéologique nous mène à présenter des idées de ce qui pourrait être fait pour changer notre habitude et arriver à un engagement plus éthique vis-à-vis du passé. Tout d'abord, nous pourrions expérimenter à travers différents modes d'engagement. L'aliénation épistémologique n'est qu'une forme possible d'obtention de connaissances. Au lieu de classifier nos matériaux, de les sous-diviser, nous pourrions faire des associations plus diverses. Par exemple, dans un esprit anti-analytique et plus d'engagement qui serait de réunir les connaissances plutôt que de les subdiviser. Ceci permettrait aux émotions de participer à la formation. Et nous avons entendu récemment l'argument selon lequel il n'est pas nécessaire d'avoir une distance épistémologique. Donc nous devrions être plus forts plutôt que de se sentir obligés d'arriver à une objectivité distante et désincarnée. Nous devrions penser ce processus complexe de privation de la nature de sujet. Il faut voir quels sont les préjudices passés qui sont nés de cela, quelles sont les identités qui ont été subjectifiées et celles qui ne l'ont pas été. Cependant, il s'agit
d'un processus et il est nécessaire de ne pas résoudre les incertitudes, les tensions et le processus cognitif, mais de les laisser ouverts à la discussion constante, permanente. Les subjectifications passées n'ont pas disparu, elles sont multitemporelles, existent encore aujourd'hui et font partie de la politique. Et troisièmement, nous devrions rentrer dans une phase de dialogue avec les subjectifications du passé plutôt que de s'en tenir à une approche coloniale. Nous devrions nous tourner vers les mots de Donna Haraway. Le passé et sa subjectification ne devraient pas être appréhendés comme une ressource pour la production ou l'affirmation de notre supériorité. Au contraire, le déni de la nature de sujet doit faire partie du dialogue. Ce dialogue n'est jamais clair ou complet, il est purement spéculatif et est toujours permis par les puissants. En même temps, ceci crée de l'irritation et de la résistance de la part des humains. Un tel dialogue et la forme qu'il pourrait prendre reste encore vague. Dans une archéologie qui prend au sérieux les défis éthiques, le fait que nous abordons des objets passés et pas seulement des objets morts devrait attirer notre attention. C'est pour cela que nous pensons que le dilemme éthique d'aliénation et d'altérisation ne peut pas être résolu. C'est seulement en reconnaissant la diversité et la transformation de ces sujets passés qui peut nous permettre de les traiter de manière appropriée. Cependant, il est sans cesse nécessaire de rétablir la discussion, c'est-à-dire que des lignes directives fixes ne peuvent pas suffire. Il faut que notre archéologie reste vivante. Merci.